Dans le chapitre 3, nous avons discuté de la réponse des systèmes du premier ordre pour plusieurs types d'entrées. Nous avons vu que les systèmes du premier ordre, dans sa forme la plus générale, sont caractérisés par un gain et une constante de temps. Nous avons aussi étudié la réponse des systèmes du premier ordre en série. Dans le chapitre 4, nous allons définir la fonction de transfert standard des systèmes du deuxième ordre et étudier la réponse de ces systèmes pour un échelon, une impulsion et une entrée sinusoïdale. Nous allons ensuite définir la fonction de transfert pour des systèmes comportant des retards purs. Certains exemples des systèmes du deuxième ordre et des délais purs seront ensuite présentés. Pour terminer ce chapitre, nous allons démontrer que des systèmes d'ordre supérieur peuvent être adéquatement représentés par des systèmes du premier ou deuxième ordre avec retard pur. La modélisation des procédés chimiques nécessite parfois l'utilisation de systèmes d'ordre supérieur à un premier ordre, de manière à représenter leur comportement dynamique adéquatement. Par contre, il est plutôt rare d'avoir recours à des systèmes d'ordre supérieur à un deuxième ordre. D'autre part, la dynamique des systèmes asservis ou en boucle fermée peut fréquemment être représentée comme un système du deuxième ordre. En effet, certains régulateurs à rétroaction sont réglés de façon à ce que le système asservi possède une réponse oscillatoire décroissante, comme nous le verrons dans les prochains chapitres. Ce chapitre est consacré à l'étude de la dynamique des systèmes du deuxième ordre en boucle ouverte. La maîtrise des systèmes du premier et deuxième ordre permettra de généraliser pour tous les systèmes d'ordre supérieur. Certains procédés rencontrés en génie chimique se comportent comme des systèmes du deuxième ordre. L'équation différentielle du deuxième ordre sous sa forme standard pour représenter leur dynamique est comme suit. Tau carré fois la deuxième dérivée de la sortie y en fonction du temps, plus 2 fois zeta tau fois la première dérivée de y par rapport au temps, plus y est égal au gain k du système fois la fonction d'entrée u. Tau et zeta sont les deux paramètres qui dictent la réponse dynamique du système. Tau est un temps caractéristique de la réponse correspondant à l'inverse de la fréquence naturelle ωn du système. Zeta est le coefficient d'amortissement du système. Une autre forme de cette équation, rencontrée surtout en génie électrique et mécanique, est identique à la précédente, sauf que la valeur de tau a été remplacée par l'inverse de la fréquence naturelle ωn. L'équation du deuxième ordre, écrite sous sa forme standard, c'est-à-dire avec un terme unitaire pour la constante du terme en y, permet d'identifier facilement et rapidement les paramètres tau, zeta et le gain k du système. On suppose que le procédé est initialement en régime stationnaire, c'est-à-dire que les dérivées secondes et premières sont toutes les deux égales à 0 pour des temps inférieurs à 0. Ainsi, nous obtenons que y0 est égal à k fois u0. Après soustraction de ce régime stationnaire, on obtient l'équation différentielle en variable de déviation. Comme nous l'avons vu au chapitre 3, on peut soustraire y0 dans les termes des dérivées sans changer l'équation. Ceci permet de définir l'équation en variable de déviation. Le principal avantage des variables de déviation est de manipuler une équation dont toutes les valeurs initiales sont 0, ce qui facilite grandement la transformation dans le domaine de Laplace. En prenant la transformée de Laplace de chaque terme de l'équation différentielle, tau carré fois la transformée de Laplace de la deuxième dérivée de y par rapport à t, soit s carré fois y de s, moins s fois la valeur de y de t à t0, moins la valeur initiale de la première dérivée, plus 2 zeta tau fois s fois y de s moins la valeur initiale de y de t, plus la transformée de Laplace de y de t, soit y de s, est égal à k fois la transformée de Laplace de l'entrée u de t,
soit U de S. En regroupant les termes, on obtient la fonction de transfert d'un système du deuxième ordre. Y de S sur U de S est égal à K divisé par tau carré S carré plus 2 fois zeta tau S plus 1. Ceci est la forme standard pour un système du deuxième ordre. En normalisant à 1 le terme en S0 du dénominateur, on peut lire directement les paramètres de la fonction de transfert, soit le gain K et les deux paramètres tau et zeta d'un système du deuxième ordre. Comme nous l'avons fait au chapitre numéro 3, nous allons maintenant étudier la réponse d'un système du deuxième ordre à une série d'entrées commençant par une fonction échelon unitaire. La sortie y est initialement égale à 0 puisque cette équation est définie en variable de déviation. La variable d'entrée est augmentée soudainement d'une unité, c'est-à-dire un échelon unitaire. On désire calculer la réponse temporelle y de t. Comme U de S est égal à 1 sur S, la sortie du système Y de S dans le domaine de la place est égale à 1 sur S fois la fonction de transfert du procédé. Pour déterminer la réponse du système dans le domaine temporel, il suffit d'inverser Y de S. Avant de prendre la transformée de la place inverse de Y de S, il faut factoriser le terme quadratique au dénominateur en deux termes linéaires contenant les racines, c'est-à-dire une décomposition en fractions partielles. Ainsi, nous obtenons les racines S1 et S2. Les deux racines de l'équation quadratique sont fonctions de tau et de zeta. Les racines S1 et S2 sont réelles ou bien complexes en fonction de la valeur du paramètre zeta. Comme nous l'avons vu au chapitre 2, les racines déterminent la forme de la réponse Y de t. Pour une valeur de zeta inférieure à 1, les racines sont des conjugués complexes menant à des oscillations et le système est considéré comme sous-amorti. Pour une valeur de zeta unitaire, les deux racines sont égales et le système est à amortissement critique. Pour une valeur de zeta supérieure à 1, le système est plus léthargique et est qualifié de suramorti. Nous allons maintenant calculer la réponse dynamique du système à un échelon unitaire pour les trois valeurs de zeta. Pour le premier cas, nous considérons la réponse à l'échelon pour une valeur de zeta inférieure à 1. Dans ce cas, les racines sont conjuguées complexes et les fonctions sinus et cosinus apparaîtront dans la réponse de Y de t. Pour effectuer l'inverse de la transformation de la place, nous conservons la forme quadratique du dénominateur pour éventuellement y faire apparaître un terme en sinus et un terme en cosinus. Premièrement, nous séparons l'équation de Y de S en deux fractions partielles. Pour déterminer les coefficients A, B et C des deux termes de l'équation, nous remettons cette équation sous la forme d'un dénominateur commun. Comme les deux dénominateurs sont égaux, les deux numérateurs doivent aussi être égaux. Pour que les deux numérateurs soient égaux, il faut que les coefficients en S0, S1 et S2 du numérateur de part et d'autre de l'équation soient égaux. On peut ainsi déterminer les valeurs de A, B et C en égalant les coefficients des puissances en S0, S1 et S2 pour obtenir un système de trois équations et trois inconnues. On substitue ensuite les valeurs de A, B et C dans l'équation de la transformée de la place Y de S. On regroupe ensuite les termes au dénominateur et au numérateur pour faire apparaître naturellement les transformées des fonctions sinus et cosinus. Le dénominateur doit prendre la forme S plus A au carré plus B carré. On trouve facilement la valeur de A en divisant par 2 le terme en S du dénominateur. On identifie la valeur de B en soustrayant la valeur de A carré du terme en S0 du dénominateur afin de ne rien changer au dénominateur. On forme ensuite un terme en S plus A au numérateur pour retrouver la forme requise par le cosinus. Les valeurs de A
et de b sont respectivement égales à zeta sur tau et à la racine carrée de 1 moins zeta carré divisé par tau. Pour faciliter l'inversion de la transformée de Laplace, on sépare le deuxième terme en deux termes distincts pour y faire apparaître le terme en cosinus et en sinus. Pour le terme en cosinus, la forme est obtenue automatiquement. Pour faire apparaître b au numérateur, pour trouver la forme du sinus, on multiplie et on divise par la racine carrée de 1 moins zeta carré. L'expression en trop au numérateur, soit zeta, divisé par la racine carrée de 1 moins zeta carré, devient le coefficient devant le terme sinus. En inversant chacun des termes, nous obtenons la réponse du système à un échelon unitaire dans le domaine temporel, soit 1 moins une exponentielle multipliée par une somme de cosinus et sinus. Pour un temps très grand, l'exponentielle tendra vers 0 et le terme y de t sur k tendra vers 1. Il est possible de simplifier cette expression en employant l'identité trigonométrique suivante. A cosinus de phi plus B sinus de phi est égal à R sinus de phi plus θ. R est la racine carrée de A carré plus B carré et la tangente de θ est égale au rapport de A sur B. En utilisant cette identité trigonométrique, nous obtenons une équation équivalente à la précédente, mais en sinus seulement. La réponse est sous-amortie pour une valeur de zeta inférieure à 1. La réponse devient moins oscillatoire à mesure que la valeur de zeta augmente et s'approche de 1. Sur le graphique suivant, on peut observer l'influence de la valeur de zeta sur la réponse d'un système du deuxième ordre soumis à un échelon unitaire au temps t est égal à 0. Plus la valeur de zeta est faible, plus l'amplitude des oscillations sera importante. À mesure que la valeur de zeta approche une valeur unitaire, les oscillations diminuent. Une valeur de zeta de 1 correspond à une réponse dynamique rapide sans qu'il y ait dépassement. Pour des valeurs de zeta supérieures à 1, le système devient de plus en plus léthargique. Il est important de noter que les axes du graphique ont été normalisés de sorte que toutes les réponses d'un système standard du deuxième ordre sont représentées sur le graphique. Les axes sont respectivement la réponse du système y de t divisé par le gain et le temps adimensionnel t sur tau. Ce graphique pourra être utilisé dans certains cas pour solutionner des problèmes rapidement.